Sinon, on sait tous, malgré la présence de cadres réglementaires, mais les universités publiques tunisiennes ont beaucoup de difficultés à rentrer de l'argent. Donc c'est ça la réalité. Voilà, il y a plein d'autres priorités, mais je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des réactions bien sûr à l'école. Ce sont nos priorités à l'Est. Très bien. Merci beaucoup. Et donc pareil, si vous pouvez nous les envoyer. Merci beaucoup. Donc on passe à la troisième étape. Peut-être qu'on ne change pas de cette réponse, mais pas dites, monsieur Aïe. Avenir pour les écoles, alors on va vous présenter le plan d'action pour la troisième institution. J'ai pas en tête. Alors, quelle est l'institution que nous avons choisie? Je vais parler de l'institution de l'ECODET, c'est l'Institut de comptabilité et d'administration des entreprises supérieures à Manouba. Donc, l'université de la Manouba. C'est l'ISKE à l'université de la Manouba. C'est vrai. Donc, les points forts de leur institution, c'est qu'ils proposent une formation très large, commençant par la licence, master, doctorat. Ils présentent aussi un cours de préparation de révision comptable et ils ont aussi des modules dont la validité est de 3 ans qui pourront être certifiés. Donc ils rentrent bien dans le cadre dont on parle dans cette formation. Ils ont des enseignants aussi et des professeurs qui ont double casquette, des enseignants et en même temps des professionnels qualifiés. Donc ils ont aussi des formations d'enseignants sur la scénarisation des cours et des formations hybrides qui sont déjà en cours et tout ce qui est innovation pédagogique. Oui, très bien. Et ils ont aussi une action PAC et des catalogues de formation, des référentiels des compétences. Voilà. Après, à l'université de la Manouba, toutes les institutions ont participé à l'élaboration du catalogue de formation référentiel métier compétences. Donc ça, c'était le PAC des GSE. Donc pour les obstacles, on les plaçait comme organisationnel, pédagogique. Donc organisationnel, c'est manque des normes ISO, manque aussi des équipements. Et pour tout ce qui est ressources pédagogiques, il manque beaucoup de ressources numériques parce qu'ils ont des cours très lourds et volatiles, comme ça bouge tout le temps, des lois, des finances, etc. J'ai compris. Et tout ce qui est financier, c'est tout ce qui est rémunération des experts qui est vraiment en dessous de la moyenne et il n'est pas adapté à leur poste. Je pense que ça, c'est un problème pour tout le monde. On ramène des professionnels et puis on leur demande d'accepter des rémunérations à taux horaire, je dirais, ridicules. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on passe au plan d'action. Donc par rapport à ce qui a été déjà discuté avec l'équipe. Donc la première chose, comme tout changement, si on veut introduire une nouvelle méthode pour faire des choses, c'est de sensibiliser toutes les parties prenantes. Donc comme action, on va organiser des focus group pour permettre aux différentes parties prenantes de s'exprimer par rapport à la thématique, bien sûr de la certification des microcrédits. On pense qu'il faut qu'il y ait des référents au niveau de l'établissement, c'est des référents de la micro-certification, c'est eux qui seraient responsables. On prendrait 3 mois pour accomplir ces différents focus group. Bien sûr, de quoi on a besoin, de formateurs, des experts et des ressources logistiques comme ici pour se mettre autour de table. On a besoin de pause café, de déjeuner, aussi. De l'argent, madame. Alors, deuxième chose, quand on a parlé des référents de la micro-certification, il faut aussi penser à une formation de formateurs. Donc, si on avait bien compris ce qui a été dit
hier, c'est que derrière la certification, il y a une nouvelle méthode de présenter les modules, c'est l'approche par les compétences. Donc il faut que dans chaque établissement, il y ait des références qui ont été formées sur l'approche par les compétences, qui vont par la suite relayer l'information, ils vont former des collègues qui voudraient introduire des micro-certificats dans leur module. Donc, les actions à mettre en place, c'est élaborer le contenu ou le manuel, parce qu'on a beau former des formateurs, s'ils n'ont pas le manuel, comment ils vont reproduire la formation. Bien sûr, identifier les personnes ressources spécialisées. Donc, le responsable de cette action, c'est le directeur des études. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont ici, et des stages aussi. Alors, l'échéance, donc on a choisi que ça soit fait sur 5 jours, une formation de formateurs en 5 jours. Et bien évidemment, des ressources, on a besoin d'experts pour former les formateurs. On a besoin aussi de ressources logistiques. Je pense que les ressources logistiques, c'est redondant. Alors, lever des fonds. Comme toute action, on sait que les budgets des établissements, des universités, c'est trop limité. Avec le temps, avec les PAC, on a appris à rédiger des projets, en montage de projets. Donc, ce serait donc, comme action, donc rédaction des projets, chercher des partenaires et des sponsors. Et on a attribué ça aux responsables qualité. Donc, comme vous savez, comme les CPQ dans nos établissements, donc ce serait intéressant que ces personnes soient impliquées dans la rédaction des projets. Ou comme on le sait, donc c'est très important aussi d'identifier les bailleurs de fonds. Alors, quand on va présenter un projet, il faut que derrière, il y ait une vraie problématique qui touche un bailleur de fonds. Notamment, la problématique globale, c'est l'employabilité. Alors, pourquoi on est en train de mettre tout ce process? C'est pour l'employabilité. Et la durée, 1 an. Donc le temps de rédiger le projet, le temps d'avoir des réponses, etc. Donc de quoi on a besoin? De savoir monter des projets, le montage d'un projet, le montage de financement, le fundraising, toute cette... et des personnes, bien sûr. On voudrait que quand vous rédigez des projets pour lever des fonds, pensez à rémunérer des gens qui vont être dans le montage de projets. Quelque part, on ne rémunère pas des gens. Et si vous écrivez un projet et vous le présentez comme un bailleur de fonds, il faut réfléchir à ce que les gens soient rémunérés. On a marre du bénévolat. Voilà. Et pour terminer, bien sûr, deux autres actions sont très importantes, qui sont, je pense, transversales à tout projet. C'est la communication. Et peut-être réfléchir même à l'internationalisation des formations. Il y a des structures qui magnifiques qui, dont l'objectif à faire, comme leur KPI, c'est d'internationaliser les formations et bien évidemment les partenariats. Donc, communication et partenariat vont être des éléments, des priorités au niveau de la gestion de projet. Et merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît. Oui, alors merci pour notre cas. On s'est inspiré, s'il vous plaît. On s'est inspiré de l'expérience parce qu'il y a donc déjà une expérience qui a été faite à l'école supérieure, donc l'économie numérique de Nice, de Manouba. Oui, en fait, c'était dans le but, bien sûr, d'adopter une démarche de certification pour les étudiants, donc dans le but d'augmenter le taux d'insertion professionnelle et aussi d'enrichir la formation existante et bien sûr le curriculum officiel. Alors, nous, on a mené d'abord pour les renforts et
points faibles, on a mené une étude SWOT, donc on a identifié les points forts, faibles, menaces et opportunités. Pour les points forts de l'Institut, ils ont été communiqués par Hamid. Donc c'était surtout l'engagement de la direction et des équipes pédagogiques. Et ça, donc, c'est un point très important. Il y a aussi donc, la motivation des étudiants qui étaient en fait demandeurs pour avoir des certifications, parce qu'on ne peut pas imposer des certifications à des personnes qui ne sont pas chanceuses. Ça, c'est aussi un point fort. Il y a aussi donc, la bonne gestion de ce processus, parce que donc, nous, on est partis de leur expérience. Ça a été très bien géré parce que donc, il y a eu un suivi sur tout ça, un suivi même individuel pour donc, les étudiants qui ont bénéficié de cette certification. Et ça, c'est très important. On ne peut pas donc lâcher les étudiants comme ça, donc, sans suivi. Alors, il y a aussi donc, une bonne communication, un suivi, une évaluation des certifs. Il y a aussi donc, une présence continuelle des équipes donc, qui étaient dynamiques et qui ont assuré donc, le suivi. Il y a aussi donc, un autre point fort, c'est que donc, les équipes enseignantes utilisent quand même assez fréquemment des approches pédagogiques innovantes. Et ça, bien sûr, ça facilite donc, l'adaptation des étudiants avec les processus de certification. Pour les points faibles, il y a bien sûr toujours des contraintes administratives, donc elles sont partout. Il y a aussi donc, les critères de sélection, parce que donc, bon, après leur expérience, quand même, donc, le budget n'était pas très élevé, donc il fallait faire des choix, et les critères de sélection, c'était quand même dans quel stade, si on veut. Il y a aussi donc l'indisponibilité de quelques parties prenantes, surtout donc, lorsqu'on a affaire à du bénévolat. On ne peut pas exiger donc, des gens tout le temps disponibles. Donc ça pourrait être aussi un point faible. Notre 4C est inactif presque. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas boosté le 4C. Normalement, donc, le 4C il booste dans ces cas-ci. Ce n'était pas le cas. Alors, le manque de certaines compétences dans le parcours officiel, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes dans la formation, c'est pour ça qu'il fallait toujours passer par la certification. Bon, pour la menace et le budget financement, l'irrégularité de la question, les opportunités, c'est la visibilité, le passage, la possibilité de passage à l'EPST, le PST, renforcement donc capacité budget, couverture sur le marché donc, de l'emploi, et aussi couverture sur l'international. Ça, c'est pour la première partie. Pour la seconde partie, alors, pour maintenant donc, les 3 à 5 priorités, nous avons d'abord identifié une priorité principale qui est la prévision du budget. Donc, on va entamer une action. Il faut être à terre. Il faut donc mettre les pieds sur terre et savoir ce qu'on va faire exactement. Il faut d'abord prévoir un budget. Donc, il faut donc discuter avec le financier, avec donc, le responsable, etc., le donateur, bien sûr, donc ça c'est l'équipe administrative qui est responsable. L'échéance, c'est bien sûr l'année en cours ou même l'année d'avant, avant donc, la mise en place du processus. Pour les ressources, donc, nécessaires, ce sont les ressources institutionnelles. Deuxième priorité, c'est la sélection des organismes certificateurs et bien sûr, avant donc, la sélection des besoins des étudiants. Par exemple, si on veut compléter la formation par des certifications, il faut donc bien identifier les besoins. L'action à mettre en place, c'est le lancement de l'appel des organismes. Le responsable, c'est en fait, c'est toujours l'équipe administrative, parce qu'on est toujours dans les appels d'offres autour. L'échéance, bien sûr, c'est l'année en cours. Et pour les ressources nécessaires, c'est une équipe administrative et une équipe pédagogique qui travaillent en harmonie. Troisième priorité, c'est la mise en œuvre maintenant, donc c'est pas qu'on a bien sûr fait tout cela, la mise en œuvre de la micro-certification.
Alors, l'action à mettre, c'est dans toute la gestion de du processus. Responsable, c'est essentiellement l'équipe pédagogique. L'échéance sont bien sûr l'année en cours et les années suivantes. Et les ressources, c'est bien sûr dans tous les outils logistiques, tout ce qui est logistique. Et puis, donc, la dernière, c'est la communication et la sensibilisation par des réunions avec toutes les parties prenantes. Bien sûr, donc, il faut que toutes les équipes pédagogiques et administratives, y compris les enseignants et toutes les administratifs, pour l'échéance, c'est l'année en cours et les suivantes. Et pour remplir les ressources, c'est bien sûr à travers tous les canaux de communication. Merci. Je vais laisser ça à la fin, c'est pas la peine. Bonjour. Donc, je vais être en fait correcte. Et ne pas répéter les mêmes points discutés par mes collègues. On a pris comme exemple, c'est le CEP, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis. Donc, comprendre formation solide qui répond au marché de l'emploi. Deuxième point, c'est disponibilité des masters co-construits. Et surtout en placement stratégique, quand on parle d'en placement stratégique, c'est au centre-ville, donc c'est proche des entreprises, accessible pour tous les étudiants. Quoi d'autre? Donc, vie associative active et projet de mobilité. Donc, concernant les obstacles, surtout on a un problème, je crois, ça c'est un problème majeur pour tous les établissements universitaires, c'est que les groupes sont chargés, manque de matériel. Donc, quand on parle en fait de matériel, c'est des vidéoprojecteurs, des PC, connexions et tout. Quoi d'autre? Donc, on a un manque de ressources humaines concernant en fait les enseignants et l'administration, problème financier et surtout manque de formation. Quand on parle de manque de formation pour les étudiants et l'enseignant. Quoi d'autre? Donc, ici on a bureaucratie des papiers, bureaucratie administrative, pour la mise en place des parcours et finalement résistance au changement. Surtout on parle en fait des enseignants qui préfèrent des formations en fait qui préfèrent en fait les méthodes classiques. Pour les priorités, on a pris deux pour ne pas répéter les mêmes choses discutées par les collègues. Problème d'infrastructure. Donc comme action, on peut par exemple faire des conventions avec d'autres universités. Quoi d'autre? Avec aussi partenariat. Responsable ici, c'est les bailleurs de fonds, tout ce qui est aussi directeur des stages. Échéance donc le plus tôt possible, comme ressources et ressources humaines. Deuxième point, voilà, deuxième priorité, c'est formation pour les enseignants. Donc formation et mise à niveau les enseignants avant les étudiants. Donc comme responsable, c'est directeur, ou plutôt direction des études, les chefs de département, et aussi les enseignants. Donc, échéance donc, le plus tôt possible, et comme ressources nécessaires, c'est ressources surtout financières. Merci. Est-ce qu'il y avait une sixième table? Donc, sixième et dernière table. Encore un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est l'Institut de biotechnologie. Et le microcrédit qu'on va développer, c'est un cours de l'économie circulaire des bioressources en santé. Donc, les points forts, c'est la disponibilité des compétences techniques. Donc, au niveau de notre institution, on a beaucoup de compétences dans le domaine de l'économie circulaire et de la valorisation des bioressources. Institution
supérieur des biotechnologies de Sidi-Fédé, au sein de la Biotechpol, Université de la Manouba. Donc, la disponibilité des compétences techniques, la présence de structures de recherche à proximité, plusieurs conventions avec le milieu socio-économique et les industriels pharmaceutiques principalement, plusieurs consortiums de recherche avec des centres de recherche, notamment l'Institut Pasteur et d'autres. Pour les obstacles, c'est l'absence d'une plateforme de e-learning, parce qu'on a pensé à développer ce microcrédit en e-learning, le manque de visibilité de la formation, la difficulté à mobiliser les formateurs, les experts. Ça, c'est les principales difficultés. Pour le plan d'action, la première étape, c'est la sélection des formateurs et des experts qui vont intervenir dans ce microcrédit. Deuxième étape, c'est la formation des formateurs sur le e-learning et le développement, donc les responsables, c'est les chefs de département, les directeurs des études. Troisième étape, c'est le développement d'un plan de cours moyennant l'approche par compétences. Voilà. Merci beaucoup à toutes les tables. Donc, tout le monde va nous envoyer un petit résumé et on tâchera de résumer ça. Mais effectivement, on a eu des présentations différentes avec effectivement des ajouts, des points de départ qui sont différents dans les institutions que vous avez choisies. Mais voilà, c'était intéressant de voir les différentes possibilités, les points communs et les différentes approches, avec des approches très globales, des approches plus locales et plus spécifiques. Et donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation active à ces ateliers. Et puis, pour conclure, voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de passer du diagnostic à une action concrète. Donc, on a clarifié les objectifs, hiérarchisé les actions, planifié, réparti les responsabilités. On a vu, et plusieurs l'ont dit, l'importance des indicateurs, de l'évaluation et des boucles de rétroaction en fonction du suivi des étudiants, etc. Et puis, on en a parlé plusieurs fois, c'est s'adapter aux imprévus, la flexibilité qui est souvent un facteur de réussite aujourd'hui. Voilà. Donc l'adaptabilité, la flexibilité et comme on a vu, un plan d'action, une démarche structurée et partagée, vous l'avez plusieurs fois mentionné, c'est faire quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire aller voir les parties prenantes, expliquer la démarche pour que les personnes impliquées dans l'institution soient motrices et participent pleinement de cette action pour garantir l'efficacité et donc la durabilité de ce plan d'action. Donc merci beaucoup. Vous avez fait vraiment des beaux travaux ce matin. Vous avez été brillant. Merci. Merci donc professeur Céline Bonin-Rousseau, donc toutes les 2 journées, donc jours de travail. Voilà, merci à vous tous. J'espère que l'atelier, donc les deux ateliers ont été bénéfiques. S'il vous plaît, donc, nous envoyer donc, le travail donc, à contact pour pouvoir capitaliser, on vous envoie les recommandations. Voilà, l'efficacité donc,
Je vous encore une donnée, on aurait donné un démarrage de la technique. Ça explique les modules, donc le nombre d'heures de travail, voilà, donc ça introduit un peu l'atelier, mais déjà ça a été expliqué par Sabine, donc c'est un document que vous pouvez garder pour vous et le voir par la suite. Alors, attendez, juste un numéro de groupe pour mémoriser cette donnée. Oui. J'ai voulu prendre la parole maintenant au volontaire. Nous, en Tunisie, vous savez parfaitement que la notion de crédit est liée au volume horaire. Alors, en Tunisie, depuis l'adoption du système de crédit, donc on n'a pas utilisé ou on n'a pas plutôt adopté la charge horaire correctement, entre parenthèses. Donc ce système ne le permet pas, surtout le statut de l'enseignant. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas la notion du travail personnel. On ne compte dans le volume horaire, madame, que, voilà, donc c'est un détail par rapport à ce qui a été, parce que si quand on a vu hier, votre présentation d'hier, vous avez mis 80 heures, je crois. Alors, par rapport à ce qu'on est en train d'appliquer, donc, nous, en Tunisie, madame, alors, le correct, c'est 25 et 30. Alors, en Tunisie, on nous dit c'est 15. 10 et on applique que 15. Alors, voilà, malheureusement, sans compter le travail personnel, ce qui est faux. Autrement dit, la période de révision, en principe, ça rentre dans le cadre de la comptabilisation des heures. Les heures de l'examen, la période même de l'examen rentre dans le cadre de la comptabilisation. On ne fait pas en Tunisie, on ne compte que les heures professionnelles. C'est pour votre information. Voilà, et merci. Alors, il y a en fait, je l'ai dit à un moment donné, donc dans les 25 heures, il y a le travail présentiel, d'ailleurs le présentiel et distanciel, donc qui est vraiment le cours. Et donc à Sorbonne Université, on fait le présent, c'est-à-dire qu'un GCDS, c'est à peu près 10 heures de cours présentiel ou en ligne. Et ensuite, il y a du travail personnel, donc des exercices à faire à la maison, des révisions, et il y a toute la partie d'évaluation. Et tout ça, d'après le référentiel de Bologne, c'est 25 heures en moyenne. 25 heures. Par rapport à l'activité, alors les compétences, finalement, le corriger, par rapport à l'activité d'abord, parce que tout ce que vous avez proposé est correct. C'est-à-dire que chaque activité peut déployer une compétence par rapport au cours. Donc moi, je vais vous proposer que l'enseignant, lui, a vu une compétence à développer par rapport à chaque intitulé de cours. Et ce n'est pas parce que lui a vu une compétence que vous avez une autre compétence que vous avez fait. D'accord? Donc, il y a eu des choses où vous voyez, regardez, comparé par rapport au tableau que vous avez donné, vous avez fait, il y avait des choses en commun, il y avait des différences, mais quand vous les avez explicitées,